Bienvenue dans le podcast Tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'Internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets. Des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site ayrton.fr. Bonne écoute. Bonjour Jérôme Serre. Bonjour Charlie. Bienvenue chez Ayrton et merci de répondre à l'invitation du podcast. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Nordic Semiconductors, que tu représentes, et on va parler de la norme Matter. On a plein de choses à se dire. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous présenter ton rôle chez Nordic ? Oui, bien sûr. Donc en fait, j'ai rejoint Nordic il y a un petit peu plus d'un an, au mois de septembre 2021. Et donc en fait, ma mission, c'est de supporter au quotidien les clients sur le territoire français et de créer un peu cette passerelle entre les clients français et puis toutes nos équipes R&D qui sont principalement localisées en Scandinavie. Ok, alors du coup, pour dézoomer encore un petit coup, Nordic Semiconductors, est-ce que tu peux nous faire une présentation des origines et puis de l'activité telle qu'elle ressemble aujourd'hui ? Alors, Nordic Semiconductor, comme son nom l'indique, est une société scandinave dont le siège est basé à Trondheim, en Norvège. C'est une société qui a un peu plus une quarantaine d'années d'existence, qui a débuté son histoire en développant des ASIC à la demande et qui s'est petit à petit orienté sur du design de system on chip wireless, donc qui embarque à la fois des microcontrôleurs, des front-end RF et un peu plus récemment, dans les années entre 2000 et 2010, Nordic s'est associé à Nokia, qui souhaitait développer un protocole low power pour embarquer dans leur téléphone. Et donc, ils se sont associés pour développer ce qui s'appelait à l'époque le Wibri et qui a été réintégré en fait à la norme, au Bluetooth SIG, qui est l'organisme qui gère la norme Bluetooth, sous le nom de Bluetooth Low Energy. Donc Nordic a vraiment participé, co-développé ce standard, ce qui explique un petit peu la position de Nordic sur le Bluetooth Low Energy, donc très en amont avec du silicium et une solution globale qui sont souvent en avance de phase dans l'industrie. Et donc voilà un petit peu comment Nordic a créé son succès et son nom dans le monde du wireless. Alors après, plus récemment, Nordic s'est un petit peu développé. Ouais, vous êtes diversifié. Voilà, tout à fait. On a souhaité diversifier l'offre et ne pas être uniquement un fournisseur de silicium orienté Bluetooth Low Energy. Et donc aujourd'hui, on se positionne un peu comme un one-stop shop dans les connectivités wireless, en proposant à la fois du 2 Go 4 multiprotocole, du Wi-Fi et maintenant du cellulaire aussi. Ok, c'est clair. Alors du coup, dans tous les clients que tu rencontres et les besoins, est-ce que tu as des domaines d'application que tu vois évoluer, des choses qui sont en croissance ou au contraire qui se tassent sur 2022-2023, c'est quoi les tendances ? Alors, déjà 2022, on est toujours dans cette crise du semi-conducteur, donc parler de croissance, c'est pas toujours évident, sachant qu'on est vraiment limité en termes de supply. Le consumer a été un domaine qui était vraiment... qui est de toute façon un domaine extrêmement important dans le portfolio nordique, mais qui commence un petit peu à tout sauter. Et donc, on voit une diversification des domaines un peu plus industriels, en ce qui concerne Nordic en tous les cas. Alors, on va revenir un peu plus sur des sujets consumer, justement, avec Matter. Alors, Matter, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière. Il y a eu les annonces de date de disponibilité de spec, les annonces de report de date de disponibilité de spec, l'annonce de la spec. Et puis là, sur les semaines passées, donc au CES à Las Vegas, beaucoup d'annonces de fabricants de produits sur l'intégration de Matter. Donc, c'était intéressant qu'on en discute avec toi, puisque Nordic est partie prenante, comme sur le BLE, de la construction de cette spec et son implémentation. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà avec l'initiative ? C'est quoi le besoin qu'adresser, de quoi on parle derrière comme cas d'application et comme place pour cette nouvelle norme ? En fait, il y a plusieurs géants de la technologie. On parle de Google, Amazon, Apple, Samsung, pour ne pas les citer, mais il y en a d'autres qui ont rejoint le projet, qui se sont mis autour d'une table avec un constat qui disait que pour tout ce qui est le domaine de la maison connectée, il y avait beaucoup d'écosystèmes qui coexistaient, qui utilisaient beaucoup de protocoles et de standards différents, mais qui étaient incapables de communiquer les uns avec les autres, ce qui impactait grandement l'expérience utilisateur. Une personne aujourd'hui, avec tous ces écosystèmes qui coexistent, qui souhaite rendre sa maison connectée, fait face en fait à un vrai problème d'interopérabilité. Et donc en fait, ce projet est né vraiment de ce constat et de la nécessité, en tout cas du souhait de ces sociétés, d'uniformiser un petit peu la connectivité à l'intérieur de la maison. Donc c'est un projet qui à l'origine s'est appelé CHIP, donc Connected Home over IP.
et qui a été réintégré à ce qu'on appelait à l'époque l'Alliance Zigbee, qui gérait le protocole Alliance et qui donc pour le coup a changé de nom et est devenu le CSA, et donc qui pilote un petit peu la spécification et le déploiement de Matter. Ok, donc on est vraiment dans ce sujet de l'interopérabilité dans la domotique. Tout à fait, ouais. Et effectivement, on avait cette cohabitation de beaucoup de protocoles. Pour ceux qui s'y sont déjà frottés à déployer des équipements Zigbee d'un fabricant avec des gateways d'un autre, bien souvent ça finissait par un échec et il y avait cette espèce de confusion entre des technologies ouvertes sur le papier et parfois fermées par les constructeurs eux-mêmes ou par défaut d'implémentation ou de support. Donc qui répond à ce besoin-là d'acheter un équipement demain. Je vais chez Leroy Merlin, j'achète une prise connectée ou un interrupteur connecté. À partir du moment où j'ai ce logo, je sais que ça va parler avec tout ce que j'ai déjà chez moi. C'est ça la promesse. C'est ça la promesse, exactement. Ok. Ce qui est étonnant, c'est ces énormes acteurs, Apple, Google, on n'a pas l'habitude de les entendre ensemble sur une même initiative. Oui, c'est vrai que ça peut paraître une petite révolution, mais disons que pour vraiment continuer à développer la maison connectée, il y avait vraiment besoin de créer un standard et d'uniformiser les choses. Je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient réussi à s'entendre, effectivement. Ok. Donc Nordic fait partie aussi du CSA. Est-ce que tu sais nous décrire la dynamique du coup dans cette alliance? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors, le CSA, finalement, il n'y a rien de vraiment nouveau, hein. On parle de ce qui était l'Alliance Zigbee, qui s'est juste un petit peu renouvelée en ayant un nom un peu plus généraliste. Mais ça se présente sous la forme de groupes de travail qui définissent des parties de la spec. Donc ça implique effectivement ces grands industriels, mais tout un ensemble d'industriels dans différents domaines de la maison connectée, des fabricants de silicium, des fabricants de solutions, qui donc se regroupent dans des groupes de travail et qui vont définir, par exemple, un type de device. On parle d'un switch ou d'une ampoule connectée ou d'un robot aspirateur. Et donc en fait, dans Matter, tous ces devices vont être listés et adressés par des groupes différents. Et chacun avance donc dans la spécification, dans l'écriture du code pour chaque type de device. Oui, parce que Matter, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand on regarde un peu la spécification, il y a beaucoup de choses. On sent que c'est un nouveau standard, mais qui s'appuie sur beaucoup de choses existantes. Dedans, on trouve qu'elle a une place assez centrale, Thread. Est-ce que déjà sur la technologie Thread et sa mise en usage, est-ce que toi, tu as des retours d'expérience autour de ça? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel Nordic est présent? Alors en fait, oui, effectivement, Nordic a une histoire, en tout cas une expérience dans Thread qui explique probablement aussi la présence de Nordic assez tôt dans ce projet Matter. On travaille depuis de nombreuses années avec Google, donc on s'appuie sur ce protocole pour rendre leurs produits connectés. Donc effectivement, il y a une synergie qui s'est créée à ce niveau-là et qui a fait que Nordic a été intégré assez rapidement au projet Matter. Après, Thread, c'est effectivement un des protocoles qui est adressé par Matter, mais ce n'est pas le seul. Si on revient à l'origine du projet, un CHIP, on voit que c'est Connected Home over IP. Donc en fait, très tôt, il a été décidé de s'appuyer sur des protocoles qui étaient IP. Matter, en fait, s'appuie sur Thread, qui est un protocole mesh faible latence et faible consommation IP, le Wi-Fi, dès qu'on a besoin d'un peu plus de bande passante, et Ethernet. Donc ça, c'est on va dire les trois protocoles, en tout cas à l'heure actuelle, qui sont utilisés pour le transport de data dans Matter. Et puis on a le Bluetooth Low Energy qui est essentiel et qui est systématiquement utilisé pour le commissioning. C'est-à-dire que quand on vient rajouter un device dans un écosystème, on utilise le Bluetooth Low Energy pour rajouter cet équipement dans l'écosystème. C'est vrai, il y a énormément de choses dans Matter, donc il y a cette partie commissioning qui est très intéressante, puisque nous-mêmes sur nos projets Ayrton de produits grand public, quand on installe un équipement dans sa maison, on a fait des sujets par exemple sur des équipements qui mesurent la qualité de l'eau dans des piscines. Quand on a ce type de produit chez soi, bien souvent on va vouloir le connecter au Wi-Fi de la maison pour qu'il y ait un accès à Internet, qu'il y ait un lien avec un cloud, typiquement fabricant. Et il y a toujours cette problématique de comment je passe d'un équipement que je sors de son carton à un équipement qui est connecté à mon réseau, sachant que dans l'idée, c'est vraiment un objet connecté, qui n'a pas forcément toute une interface. Je ne vais pas pouvoir avoir un clavier et puis annoter le code de mon Wi-Fi. Et donc la réponse à ça, bien souvent, c'était une application mobile compagnon qui va parler sur du Bluetooth avec l'objet pour lui donner accès à mon Wi-Fi. Et Matter, ce qui est très intéressant, vient standardiser cette partie-là. Ça fait partie de la norme. Tout à fait, ouais, c'est ça. En fait, on utilise, on va dire, les propriétés du Bluetooth Low Energy qui sont déjà
largement utilisé avec un fort retour d'expérience pour justement sécuriser un petit peu toute cette partie commissioning qui est extrêmement importante. La partie sécurité est également extrêmement importante dans Matter parce qu'on va toucher aux données des utilisateurs et donc du coup il fallait vraiment une partie sécurité assez solide. C'est ce qu'amène Bluetooth Low Energy. Ok. Donc il y a cette partie appairage, mais derrière, l'équipement est connecté à un réseau plus large. Et donc tu disais, effectivement, il y a Thread qui est une des options quelque part pour la partie plus low power, et potentiellement du Wi-Fi ou de l'Ethernet. Et puis au-dessus de ça, du coup, il y a des stacks IP, IPv6 même. Et au-dessus de ça, on va rentrer dans des choses très haut niveau applicatives qui rentrent dans des data models de constructeurs. Et donc c'est là où il y a ces groupes de travail, j'imagine, qui vont travailler sur travailler toute la problématique des data models du chauffage. C'est pas le même groupe que le groupe qui s'occupe des éclairages, qui s'occupe de ce genre de sujet. C'est exactement ça en fait. Matter finalement c'est une couche applicative qui vient se positionner au-dessus de protocoles standards comme on les a nommés, Thread, le Wi-Fi et Ethernet, et qui vient définir des modèles de device. Et ce qui permet en fait qu'un équipement, s'il utilise Thread ou le Wi-Fi, puisse être interopérable. Et c'est cette couche applicative justement qui permet cette interopérabilité et la définition de ces devices. Donc aujourd'hui, dans la release 1 qui a été faite fin d'année dernière, en novembre 2022, on a un ensemble de devices qui sont déjà définis. Et de manière biannuelle, les industriels et les groupes de travail vont pouvoir venir rajouter des nouveaux types de devices qui seront issus du travail de différents groupes de travail. Ok, donc du coup, sous la bannière du CSA, on va retrouver des acteurs qui sont très technologiques, comme peuvent l'être Nordic, des acteurs un peu système d'exploitation ou côté user, tels que Apple, Google, et des fabricants très spécialisés sur certains métiers. Oui, c'est exactement ça. Et c'est même le cas au sein de chaque groupe de travail. C'est-à-dire que dans chaque groupe de travail, pour chaque type de device, on va retrouver des spécialistes d'un domaine. On va prendre l'exemple d'un aspirateur autonome. On va avoir un ou plusieurs acteurs de ce secteur-là, un ou plusieurs fabricants de silicium et évidemment les différentes briques techno qu'on va pouvoir retrouver dans ce type de solution. Et c'est ce travail collectif qui va aboutir à terme à une spécification et à un code disponible qui pourra être utilisé. Ok. Donc du coup, Matter, ça fait un certain temps que c'est en préparation, et quand bien même la diffusion de la spec, elle a été un peu retardée, on voit déjà des produits annoncés et des choses qui semblent disponibles dès maintenant sur Matter. Est-ce que tu saurais nous faire un état des lieux de qu'est-ce qui est disponible tout de suite, qu'est-ce qu'on va voir de Matter à court terme? Alors, en ce qui concerne nos clients, on a déjà un certain nombre de nos clients historiques qui ont des produits, si ce n'est Matter compatible, c'est Matter Ready. Donc, c'est-à-dire que le hardware est déjà finalisé depuis environ un an, depuis le début année 2022. D'accord. Et qui attendent en fait un firmware update pour être vraiment Matter compliant. Donc on a vraiment un certain nombre important de clients qui ont déjà fait ce travail-là. Du point de vue des gros industriels, Google, Apple et Samsung ont déjà tout leur environnement et tout leur écosystème qui est disponible, à la fois sur Thread et sur le Wi-Fi. Et Amazon qui est uniquement prêt sur le Wi-Fi et qui est en train de finaliser la validation de la partie Thread. Donc l'écosystème est déjà prêt et donc on attendait effectivement la finalisation de cette spécification pour pouvoir, appuyer sur le bouton Start et commencer à déployer des produits Matter compatibles. Ok, donc ça va commencer à arriver dans les rayons. On l'espère. Quel est l'avis de Nordic du coup sur l'implémentation Matter? C'est-à-dire que donc on a bien vu les intérêts d'interopérabilité, les promesses de simplifier tous ces sujets d'intégration domotique, avec en plus la possibilité d'utiliser des marques hétérogènes et de ne pas avoir à avoir son diplôme d'ingénieur en IoT pour s'en sortir. C'est quoi l'impact négatif ou les contraintes que ça peut amener? Est-ce que vous avez déjà identifié des points d'attention pour les nouveaux produits à concevoir? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le fait de rendre interopérable et la standardisation d'une manière générale, ça a forcément un coût. Ça donne lieu déjà à des compromis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel protocole. Donc, on les a cités, Thread, Wi-Fi ou Ethernet. En tout cas, dans un premier temps, la norme pourra être amenée à évoluer plus tard. Ça a des impacts notamment sur la partie software et sur l'intégration. Donc, ça nécessite des plateformes hardware qui sont un peu plus grosses et forcément un petit peu plus chères. Si on considère la stack BLE, puisqu'en fait le BLE est systématiquement utilisé, qu'on utilise Matter à travers Thread, à travers Wi-Fi ou à travers Ethernet. Et donc le BLE plus Thread, par exemple, plus la couche Matter, on parle d'une stack qui fait à peu près 700 kilobytes.
ce qui est relativement important et qui nécessite d'utiliser des SoC notamment qui disposent de plus de mémoire. Donc voilà, ça c'est vraiment une des contraintes qu'il va falloir intégrer dans le déploiement de Matter. Donc c'est vraiment l'interopérabilité a un coût et le coût il se traduit directement d'un point de vue hardware. Du hardware, plus de ressources mémoire pour nos hardware, pour loger C'est ça. nos logiciels qui vont être plus complexes. Exactement. Est-ce que sur les choix, sur la consommation énergétique globalement, alors du coup on va plutôt se retrouver à opposer du Thread à du Zigbee, peut-être ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un positionnement différent? Est-ce qu'il y a des points d'attention, des choses qu'on arrivait à faire dans certains cas d'usage et qui deviennent plus contraints? Alors, ce qui est certain, c'est que le choix du standard qu'on va utiliser dans Matter va vraiment dépendre du cas d'usage. On va dire que globalement, la plupart des types de devices pourront être supportés par Thread, qui est plutôt le standard qui va être utilisé pour tous les produits sur batterie ou avec un besoin de bande passante ou un budget énergétique qui sera limité. Et s'il y a effectivement besoin, par exemple comme dans les applications type caméra ou autres, qui ne sont pas encore disponibles dans la première release de Matter, mais qui arriveront au printemps, là on sera effectivement amené à switcher sur du Wi-Fi qui propose, alors qu'il y a un budget énergétique bien plus important, sûr, mais qui ouais. propose également une bande passante bien plus importante. Donc en fait, l'utilisateur va vraiment avoir ce choix à faire au départ de son projet en fonction de ses contraintes produits, entre un protocole qui va amener de la bande passante et un protocole qui va vraiment avoir un budget énergétique maîtrisé. Et du coup, est-ce que tu as un avis sur l'avenir de Zigbee dans toute cette dynamique, cette démarche? Alors oui, évidemment. Alors Zigbee est largement utilisé par un grand nombre de gros industriels. Il y a des écosystèmes complets qui sont déployés, qui sont en masse production à l'heure actuelle. Donc on imagine bien que Zigbee va continuer à coexister avec Matter. D'ailleurs, ces industriels qui ont des écosystèmes déployés travaillent déjà à des produits type gateway qui vont permettre à des écosystèmes Zigbee d'être rattachés à un écosystème Matter. Je crois même que ça fait partie de la spécification, effectivement, l'existence de bridge entre un domaine Zigbee et un domaine Matter. Tout à fait, c'est ça. On appelle ça des border routers et donc ça permet justement de rattacher des... Alors, on parle de Zigbee parce que dans le domaine de la maison connectée, c'est très utilisé, mais ça peut être le cas également pour d'autres protocoles. Bon, bah, en tout cas, c'est intéressant. On a hâte de voir ce que ça va donner dans les projets, dans les produits qui sortent. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Tu vois d'autres points à compléter sur Matter? Non, là, pas comme ça. En tout cas, oui, en conclusion, Matter, effectivement, c'est une belle promesse. C'est poussé par de gros industriels qui ont mis énormément d'énergie et qui ont pris les choses vraiment sérieusement. Donc, voilà, le conseil aux utilisateurs, c'est on sait que dans chaque fois qu'un nouveau protocole ou qu'un nouveau standard émerge, il y a toujours une grosse part d'incertitude. Mais là, le contexte est vraiment extrêmement favorable et donc j'invite vraiment les designers et les sociétés qui sont actives dans le monde de la maison connectée à minima à investiguer, mais à vraiment croire en Matter parce que c'est vraiment une belle promesse et c'est vraiment ce qui peut faire se développer tous ces écosystèmes dans la maison. Une dernière question peut-être avant de terminer. L'IoT, donc ça fait des années que tu suis, tu vois les projets se faire, évoluer, les technologies bouger. C'est quoi pour toi les tendances et si on se projette dans quelques années, qu'est-ce qui sera différent d'aujourd'hui sur ces projets à ton avis? Alors, ce qui est certain, c'est que l'IoT est amené à se développer, à se diversifier également. Donc, on est vraiment parti d'une bulle plutôt consumer avec des objets connectés du marché du consumer. Mais déjà aujourd'hui, on voit se diversifier ce type d'objets connectés. Dans l'industrie, on voit de plus en plus de systèmes ou d'équipements qui sont connectés, notamment pour faire de la maintenance prédictive. Dans l'agriculture également, on voit de plus en plus d'équipements qui se connectent, qui permettent de limiter le déplacement humain et d'avoir un retour terrain de plus en plus important. Dans la médecine également, donc je dirais que l'avenir de l'IoT, c'est vraiment une diversification dans tous les domaines on va dire de l'industrie au sens large. Et effectivement, dans une dizaine d'années, je pense qu'on aura un nombre d'équipements connectés extrêmement plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Ok. On voit effectivement, en fait, même ce terme d'IoT s'effacer derrière des grandes verticales. Enfin, là où on parle de smart farming, d'industrie 4.0, enfin, on sent que c'est ces métiers qui prédominent maintenant face à l'IoT qui s'est diffusé.
Oui, c'est exactement ça. En fait, chaque part de l'industrie, finalement, va utiliser, avec ses contraintes et ses besoins propres, ses solutions de connectivité et de remontée d'infoterrain. Et d'ailleurs, ça fait partie des axes de réflexion et dans le développement des nouveaux produits nordiques. On voit un gros besoin de processing local. C'est-à-dire qu'en fait, par le passé, ce qu'on avait tendance à faire, c'était à mesurer et à renvoyer systématiquement sur des clouds ou sur de la data, ce qui n'était pas forcément efficace. Et de plus en plus, on a un besoin de compilation, voire même de ce qu'on appelle de machine learning, donc c'est vraiment de mini-intelligence artificielle pour être capable de remonter avec des protocoles faible consommation, des informations mais pertinentes. Plutôt que de remonter de la data pour de la data, on va vraiment remonter des informations pertinentes. Et donc, c'est des mécanismes qui vont être utilisés notamment dans la maintenance prédictive, dans la médecine, etc. Est-ce que tu vois passer des sujets justement où le machine learning vient s'intégrer sur l'embarqué et sur des cibles nordiques, sur vos produits à vous? Tout à fait. D'ailleurs, on a des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le machine learning, justement pour pouvoir être capable d'avoir ces mini-intelligences artificielles au plus proche des capteurs. Ok. J'ai une question comme ça, un peu contextuelle. On voit un sujet évident d'actualité qui est présent sur nos clients industriels qui se préoccupent beaucoup de ça, qui est le sujet de la consommation énergétique et même plus largement de la consommation en ressources. Donc, ce qui est intéressant avec l'IoT, évidemment, c'est que la problématique de la consommation en énergie sur l'embarqué, c'est quelque chose qui a toujours existé. Par contre, sur ce qui touche aux ressources, la question retombe sur les fournisseurs de composants électroniques, etc. Est-ce que vous avez des démarches qui facilitent pour des concepteurs d'avoir un bilan déjà des composants que vous fournissez ou d'avoir des ordres de grandeur si on veut dresser une analyse de cycle de vie sur un produit? Est-ce que vous fournissez des données de cet ordre-là? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Ce qui est certain, c'est que dans cette approche, Nordic essaye, a toujours essayé d'avoir des gammes de produits qui ont la plus grande longévité. Pour ce faire, en fait, on essaye d'avoir des portfolios assez limités avec peu de composants, mais par contre qui essaient d'adresser un maximum d'applications. Et on voit que si on regarde en arrière, les anciennes familles de produits que Nordic a développées depuis une quinzaine d'années sont toujours disponibles au portfolio. Donc la gestion de l'obsolescence, c'est une partie de la réponse, et c'est ce qu'on essaie de faire en ayant des portfolios produits maîtrisés et les plus versatiles possibles. Est-ce que c'est dans l'ADN du coup de l'entreprise d'étendre les gammes avec beaucoup de précautions et de bien choisir les propositions? Oui, je pense que c'est effectivement dans la culture de l'entreprise, au même titre que la consommation. C'est vraiment un des créneaux forts de Nordic, d'essayer de développer des produits qui sont les moins énergivores possibles. Ça fait partie vraiment de l'ADN et c'est dans les têtes de tous les designers à chaque nouveau développement, d'essayer d'avoir le SOC ou le system in package ou le module le plus efficace énergétiquement possible. Donc voilà, ça fait partie d'une culture un peu plus globale. Ok. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour Nordic, la stratégie sur les prochaines années? Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux axes ou des orientations qui sont... Oui, bien sûr. Donc déjà, récemment, Nordic a annoncé son premier companionship Wi-Fi, donc, qui vient compléter le portfolio. Jusqu'à maintenant, on avait vraiment du 2 Giga 4 multiprotocole, dont on a parlé largement tout à l'heure, du cellulaire, donc du LTE-M et du NB-IoT. Encore une fois, vraiment des protocoles qui sont orientés très faible consommation. Et donc le Wi-Fi vient un petit peu compléter le portfolio pour avoir une offre un petit peu plus globale. À court terme, on va voir l'apparition d'une nouvelle famille de Giga 4 qui est basée sur un nouveau process 22 nanomètres. Et ça sera le sujet majeur 2023 chez Nordic, donc l'arrivée du NRF54, qui va prendre la suite du NRF52 et du NRF53. Ok, bon, plein de belles choses en perspective. Jérôme Serre, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt. L'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.